Merci Nathalie de me passer la parole. Merci Françoise. Merci Emmanuel pour cette présentation. Merci également à Marielle Payot qui n'est pas aujourd'hui parmi nous pour la présentation de cet ouvrage qui est un ouvrage innovant à la fois sur son contenu, également sur sa forme. Et puis c'est un ouvrage qui porte également un certain nombre de projets. Et donc on ne peut que s'en réjouir. Et c'est un ouvrage qui sera à l'évidence utile aux étudiants inscrits dans le DBA. Il sera bien évidemment utile aussi aux managers parce que ça leur permettra à l'évidence de prendre du recul par rapport à leur pratique managériale. Alors, nous allons maintenant vous parler d'un autre ouvrage qui sort ces jours-ci, qui sort en septembre dans la collection Business Science Institute, dans le groupe des ouvrages concernant les pratiques managériales. C'est un ouvrage sur l'impact de la crise sur le management. Alors l'idée de cet impact, l'idée de cet ouvrage, c'était de réunir les collègues et également de bénéficier de l'expérience des étudiants pour mieux comprendre quel était l'impact de la crise sur le management. On va revenir en arrière, s'il te plaît, Nathalie. On va revenir en arrière. Voilà, on va rester sur cette diapositive-là parce que je vais immédiatement passer la parole au professeur Moscarola, qui va nous donner la genèse de l'ouvrage et également tout le rôle accordé à la collecte des données et à l'analyse des données et au fait que ces données sont aujourd'hui disponibles. Jean ? Donc, Michel m'a distrait de mon retirement au sein du confinement au mois de mars, fin du mois de mars, en me lançant l'idée suivante, qu'il avait sollicité un certain nombre de collègues en leur proposant de lancer une enquête auprès du réseau des gens du Business Science Institute. Et j'étais aussi parmi les gens sollicités pour lancer cette enquête. Et très vite, plus d'une dizaine de propositions apparaissent sous forme de liste de questions. Donc, je reçois cette liste de questions, on discute un peu et c'était d'abord un peu hétéroclite au début, et puis je tombe sur une dizaine de questions proposées par Bérangère. Et pour reprendre ce qui vient d'être dit, ces questions étaient assez simples, ouvertes, ressemblant pas du tout au questionnaire quantitatif auquel on est habitué, et aux autres questions proposées qui étaient essentiellement des questions d'échelle, de mesure, etc. Et je venais de lire un papier sur les enquêtes narratives et je me suis dit, mais tiens, voilà l'excellente idée. Essayons de pousser les gens du BSI, de ce réseau, à raconter ce qui se passe, à raconter leurs histoires face à ce bouleversement qu'ils viennent de rencontrer. Et c'est ainsi qu'avec l'aide de Sphinx, on reprend les questions de Bérangère Deschamps et on construit un questionnaire d'une quinzaine de questions qui débute par 8 questions ouvertes. Donc la stimulation à la réponse est obtenue par quelques aspects de dynamique, si vous voulez, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais toujours est-il que l'enquête est très vite diffusée, elle se trouve disponible du 4 au 20 avril. Au bout de cette période de temps, on a 400 réponses, dont 291 provenant de managers issus de toutes les régions du monde dans lesquelles BSI est présent, et elles sont nombreuses, beaucoup d'Europe, beaucoup d'Afrique, mais aussi d'Asie, d'Amérique. Et ces 291 récits vont faire assez rapidement l'objet d'une analyse qu'on va mettre en ligne à destination des autres contributeurs qui avaient manifesté leur envie de contribuer, de répondre à la question de Michel. Que peut-on dire de cette situation de crise? Donc, d'une part, on a une enquête qui mobilise le réseau du Business Science Institute, mais également, on a les résultats d'une enquête qui vont stimuler les collègues.
Et puis, il restait une dizaine d'autres propositions faites par Chantal Furet, Pascal Glémin, Camden, Lavaste, Meyer-Warden, Caroline Mott, Palud, Potowski, Poussin. Et tous ces gens-là, ils proposaient un ensemble d'échelles. Alors Michel insiste, dit bon, on peut pas laisser ça comme ça, etc. Au début, j'étais un peu sceptique, et puis merci Michel, comme toujours, quand tu assistes, ça te donne toujours du bon. Finalement, avec l'aide aussi de Sphinx, on a trouvé un truc pour faire en sorte que cette 150aine de questions puissent être mises en ligne de manière digeste. L'idée était que tout le monde ne va pas répondre à tout, donc on laissait une certaine liberté. Et comme ça, à la suite, 3 semaines après, une autre enquête part et elle obtient 558 réponses, cette fois-ci essentiellement des mesures, et qui, là, pour le coup, c'est vraiment une enquête collective parce qu'elle est produite par 10 collègues et les données résultantes, eh bien, sont disponibles pour chacun d'entre eux. L'analyse est devenue un peu plus tard, la rédaction du premier ouvrage avait commencé. Néanmoins, à nouveau, toutes ces données sont mises à disposition des contributeurs et nous sommes encore plusieurs actuellement à analyser ces données pour les traiter et pour en produire des connaissances. Donc voilà 2 exemples d'enquêtes opportunes qui saisissent des occasions, le réseau du BSI, la collectivité des professeurs, d'une part, et d'autre part, d'une certaine maîtrise technologique des enquêtes en ligne, de l'analyse des données, qui contribue à produire quelque chose qui est doublement collectif, parce que nous sommes nombreux à y avoir participé, mais parce que l'ensemble des données collectées, des résultats analysés, se trouve être partagés. Et c'est là une innovation assez remarquable, dont les résultats ne sont pas encore tous atteints. En tout cas, certains sont atteints avec la publication de cet ouvrage et je redonne la parole à Michel qui va compléter. Merci Jean pour la description de ce processus. Il y avait dans le processus, dans la démarche que l'on a lancée, il y avait comme toujours plusieurs objectifs. Un premier objectif était de développer l'intégration des collègues du Business Science Institute, de leur faire partager en commun un projet. C'est une des finalités du Business Science Institute, c'est de fédérer un collectif en réseau, puisque fédérer un collectif en réseau, c'est la problématique constante d'une organisation en réseau, ce qu'est le Business Science Institute. Il y avait une deuxième idée, peut-être plus profonde, qui était de dire que cette crise avait une telle importance qu'elle allait bouleverser un certain nombre de schémas cognitifs, un certain nombre de réflexions liées à notre façon d'enseigner et de pratiquer le management. Et donc, l'idée était que les professeurs étaient les mieux placés pour pouvoir apporter des réponses sur ces changements. Et puis, in fine, mais on ne l'avait pas anticipé au départ, grâce à Jean Moscarola et à Sphinx, on est en mesure de mettre à la disposition de tous les doctorants et aussi des docteurs et des collègues du Business Science Institute des bases de données, 3 bases de données qui sont disponibles. Les liens vers ces bases de données figurent dans le chapitre introductif de l'ouvrage. Et donc, c'est une autre façon de concevoir la réflexion, de concevoir la recherche collective au sein du Business Science Institute. Alors, quel est le résultat de cet ouvrage auquel ont participé une trentaine de collègues? Nathalie, est-ce que tu peux aller sur la diapositive suivante, s'il te plaît? Oui, merci. L'ouvrage est construit en 4 parties. Comme l'ouvrage a été fait, il sort cette semaine, donc ça veut dire, vous connaissez les processus d'édition, ça veut dire qu'il a été bouclé fin mai, début juin. La première partie est consacrée aux enseignements des enquêtes, c'est-à-dire aux analyses de résultats. Alors bien évidemment, ce sont des analyses qui ont été réalisées dans un temps assez limité et l'on a 5 chapitres qui sont directement ancrés sur ces données et comme l'indiquait Jean Moscarola, on peut aller plus loin. Les 2 premiers chapitres de Jean Moscarola et Bérangère Deschamps portent sur les réponses des managers en termes de résilience face à la crise et ces chapitres, le premier notamment, présente également toute la démarche méthodologique.
Le chapitre numéro 3 de Florence Laval et Aurélie du Désert s'intéresse, et c'est passionnant, sur la façon dont cette crise transforme les modes de travail, et notamment le passage du face-à-face à la distance, mais distance non choisie, distance contrainte. Chantal Fureur continue, à partir des données collectées, sur cette même idée que les technologies changent le management et dans une logique avec un éclairage qui est un éclairage très intéressant puisqu'il est distant en raison de la crise, mais il est également distant lié à la localisation géographique de Chantal Fureur. Enfin, dans un chapitre 5, je me fais plaisir et de façon un peu provocante, e-management, vive la Covid-19. Je suis probablement le seul à me réjouir de cette crise sanitaire, puisque enfin, grâce au Covid-19, grâce à cette crise, les managers, les entreprises ont compris ce dont on essayait de les convaincre depuis 2 décennies, à savoir qu'on peut gérer à distance de façon efficiente, de façon économique et, qui plus est, de façon écologique. Et donc, je me suis fait plaisir dans ce chapitre-là, vive la Covid-19. Dans la deuxième partie, s'il te plaît, Nathalie, dans la deuxième partie de l'ouvrage, on s'est focalisé, et ce n'est pas la peine d'expliquer pourquoi, sur le secteur de la santé. Et là, plusieurs collègues, au premier rang desquels Yvon, nous ont proposé une réflexion sur la conception de la philosophie du care, comment s'occupe-t-on des personnes dans une période de crise, et c'est une réflexion extrêmement stimulante. Julien Husson, ensuite, rentre dans les problématiques concrètes auxquelles le management hospitalier est aujourd'hui confronté. Et on sait que ce sont les caractéristiques du management hospitalier qui guident aujourd'hui un certain nombre de décisions politiques. David Larivière, qui est un docteur du Business Science Institute et qui est directeur d'hôpital, nous donne sa réflexion, son recul en termes de résilience et de capacité de l'adaptation à la fois résister et à s'adapter. Il est intéressant de savoir que Gabriel Tremblay, un de nos premiers docteurs, Gabriel Tremblay est à New York ou à Montréal, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne sais plus. Il a évolué professionnellement. Il est consultant spécialisé dans le secteur de la santé et lui aussi nous donne sa lecture des implications managériales. Et vous voyez que dans cette partie-là, on a à la fois des contributions académiques et des contributions de docteurs du Business Science Institute. Nathalie Dubosc pourrait parler de son chapitre. Elle insiste sur l'impact de la crise sur la question de la gouvernance territoriale dans l'accès aux soins. Et on sait que cette proximité territoriale a une importance particulière dans le contexte qui est le nôtre. Et enfin, Pascal Glémin, à la fin de cette partie, dans le chapitre 11, se focalise sur la question de la solidarité sanitaire et sociale dans cette période de pandémie. Dans la troisième partie de l'ouvrage, les réflexions prennent plus de recul par rapport au domaine du management. Et là, on a intitulé cette partie, cet ensemble de chapitres, l'impact de la crise sur la pensée du management, sur la conception du management. Alors, Jean-Pierre Helfer commence en insistant en soulignant le rôle de la confiance. L'idée étant que la distance requiert la confiance et que donc la place de la confiance dans la relation de travail s'en trouve probablement augmentée. Michel Bergada insiste sur le fait que cette crise conduit à une rupture, mais que cette rupture, elle signifie un changement de paradigme, une autre façon de penser les choses. Elle aborde cette question sous une forme interrogative. Ensuite, Caroline Motte et Nicolas Poussin se demandent quel va être le rôle de la crise actuelle sur l'innovation. Est-ce que le résultat va être une stimulation de l'innovation ou un freinage de l'innovation? Ensuite, le professeur Beaulieu, avec son recul de Montréal, nous interroge, nous donne des réponses sur quels sont les impacts fondamentaux de cette crise. Qu'est-ce qui va changer? Sébastien Bourbon nous a présenté son ouvrage et a produit un chapitre. Et enfin, le professeur Lebratti, dans le chapitre 17,
nous présente les différents modèles qui nous permettent de comprendre aujourd'hui le concept de résilience. Et c'est très intéressant et très utile pour les doctorants en cours de thèse. Dans le chapitre 18, Hugo Gaillard, qui participe aux activités, le docteur Hugo Gaillard, qui participe aux activités du Business Science Institute, insiste sur la différence entre la distanciation sociale et la distanciation physique. C'est une question très intéressante parce que les médias ont parlé de distanciation sociale et le terme était peut-être impropre. Ensuite, Françoise Chevalier, à nouveau pilier de l'édition du Business Science Institute, avec Christophe Fournier, s'interroge sur l'impact de la crise sur le secteur de l'éducation et on a tous fait le constat que la crise a provoqué un basculement de l'éducation face à face à une éducation à distance. Ensuite, dans un dernier chapitre, Françoise Chevalier et moi-même, nous avons réfléchi, proposé un court texte que nous allons prolonger dans d'autres publications sur l'entreprise académique étendue. Alors, cette formule, on la doit à Françoise Chevalier. Elle insiste beaucoup sur le fait que le Business Science Institute est une entreprise académique étendue et la crise a eu à l'évidence un impact sur cette entreprise académique étendue. On va dire que si j'ai dit dans le chapitre 5 « Vive le Covid-19 », c'est parce qu'en fait, pour le Business Science Institute, il n'y a pas vraiment eu de crise pour l'instant dans le management de l'organisation du fait de cette structure en réseau. La quatrième partie rentre plus précisément ou concerne plus précisément les décisions managériales et l'impact de la crise sur ces décisions managériales. Marie-Christine Chalus-Suanet nous donne un éclairage sur les questions de veille, bien évidemment. Alors, on est en situation de crise. Quel est le rôle de la veille dans ce contexte-là? Olivier Lavas, lui, s'intéresse à un sujet qui nous concerne tous. On l'a vu avec les produits pharmaceutiques, la question de la supply chain management, en indiquant qu'il convient de repenser cette question-là au regard de la crise. On sait également que la crise a des impacts psychologiques extrêmement forts. On l'a tous vécu. Et Christophe Schmitt et Nicole Saliba-Chaloub nous éclairent sur les compétences psychothérapeutiques du dirigeant dans un contexte de crise globale. Ensuite, on passe aux questions de marketing. On passe aux questions de marketing avec les professeurs, avec Lars Meyer-Warden et Jean-François Triquecoste, qui s'interrogent sur l'impact de la crise sur le comportement des consommateurs. Et Christophe Fournier, à nouveau, s'interroge, lui, présente un texte sur l'impact du confinement sur les commerciaux et montre comment les technologies de l'information, d'une certaine façon, ont permis de sauver les commerciaux. Enfin, on prend du recul à la fin de cette quatrième partie où on prend de la distance géographique, avec Emmanuel Caillot qui nous donne le regard d'un académique français situé à Pékin sur cette crise. Il a été aux premières loges et il a donc à la fois une proximité et une distance par rapport à l'événement dont on parle. Et enfin, Emmanuel Candem, merci à nous Emmanuel, s'interroge sur l'appropriation des gestes barrières. Voilà donc les quatre parties très rapidement résumées sur l'impact de la crise et le propos est ici de dire que ça a été un moment important dans la production de connaissances, dans la réflexion collective et que c'est une étape dans notre démarche. Merci Nathalie. Merci Michel, merci pour cette présentation très vivante, très enlevée. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Je souhaiterais peut-être revenir notamment auprès de vous, Dr Sébastien Bourbon, si vous aviez des conseils à donner aux doctorants qui nous écoutent actuellement, qui seraient intéressés, qui auraient une perspective après leur thèse de publier un ouvrage, quels seraient les 2-3 conseils que vous pourriez leur donner aujourd'hui? Oui, merci de me donner la parole. Vous m'entendez, oui? Oui, on vous entend. Super, très bien. Alors, quelques conseils, effectivement. Je dirais qu'il faut déjà battre le fer quand il est encore chaud. Je pense qu'il faut effectivement publier rapidement après avoir terminé sa thèse.
Cela pour deux raisons. Tout d'abord, il est difficile de s'y mettre quand on n'est plus dans la dynamique intellectuelle de la thèse. Et ensuite, le livre, pour moi, n'est pas un copier-coller de la thèse. Il s'agit de remettre l'ouvrage sur le métier pour améliorer la structuration, la cohérence et le contenu de la thèse. Je pourrais aussi donner comme conseil de bien cibler en fait le lectorat, parce qu'effectivement, en fonction du public cible, on ne va pas choisir le même format, le même style. Donc ça, c'est très important de l'identifier dès le départ. Et un dernier conseil, ça serait aussi de penser le coup d'après. Il ne s'agit pas de publier un ouvrage pour publier. Je pense qu'il doit rédiger un livre en déterminant ce que vous voulez et vous pouvez en faire sur un plan professionnel, personnel et académique. Voilà un petit peu les conseils que je pourrais donner. D'accord, très bien, c'est très bien. Et est-ce que c'est, pour poursuivre dans ces échanges de conseils, est-ce que vous aviez dès le départ intégré donc l'idée de faire un ouvrage, ou est-ce que ça s'est proposé, est-ce que c'est venu à vous progressivement avec votre directeur de thèse? Comment ça s'est passé? Je crois que c'est un petit peu dans l'ADN du Business Science Institute. Pour moi, c'était effectivement dès le départ un objectif dans le prolongement de la thèse de publier cet ouvrage. Qui avait aussi pour moi, comme je le disais tout à l'heure, je visais vraiment des impacts importants d'un point de vue professionnel par rapport à cet ouvrage. Donc je peux dire que dès le départ, j'avais cet objectif d'enchaîner par la publication de cet ouvrage. Dès le départ. Très bien, merci. Alors maintenant, j'aurais une question aux professeurs qui ont coordonné les ouvrages, professeur Camden, professeur Chevalier, professeur Kalika. C'est vrai que la perspective pour d'autres enseignants du Business Science Institute de, pourquoi pas, à l'avenir, proposer un ouvrage collectif, ça peut être une piste intéressante. Donc, de la même façon, est-ce que vous auriez des conseils à donner comment est-ce que peut-être ça s'est passé? Bon, dans le cadre de l'ouvrage coordonné par le professeur Kalika, c'est la crise de la Covid qui a été cette opportunité. Mais si je reprends par exemple l'ouvrage sur les théories enracinées, les contextes africains, si on souhaitait prolonger ce type d'expérience qui est vraiment passionnant, est-ce que vous auriez là encore des conseils à donner pour les enseignants qui souhaiteraient poursuivre cette idée? Si je peux me permettre de répondre rapidement à la question, je crois que la toute première recommandation aux chercheurs, notamment africains, serait dans un premier temps de faire fi des modèles théoriques existants. Je ne dis pas qu'il faut les ignorer complètement. Je dis qu'il faut partir sur une base, et cette base, c'est le terrain, les contextes africains. C'est d'abord en travaillant sur les contextes. C'est pour ça que nous insistons beaucoup sur la démarche ethnographique, sur l'approche par la grande théorie. Et c'est seulement à partir de la maîtrise des données empiriques de terrain qu'on peut esquisser une interprétation théorique et voir donc si les modèles théoriques existants sont en adéquation avec les réalités du terrain, ou s'il faut plutôt qu'à partir de ces réalités du terrain, on puisse proposer de nouveaux modèles théoriques de compréhension de ce qui se passe sur les terrains africains. Très bien. Professeur Chevalier, vous souhaitez ajouter autre chose? Je crois que ce qui fait démarrer ce genre de projet collectif, c'est quelque part des constats partagés, la volonté aussi de défendre un certain nombre d'idées, de perspectives liées à la recherche. Et puis la confiance entre 2, 3, 4, 10 personnes qui partagent ces mêmes constats et ces mêmes désirs de témoigner d'autres façons et d'autres chemins de faire de la recherche en management. Voilà, je crois que ça tient beaucoup à ça. Ça tient beaucoup à ça. Il y a des rencontres. Et il y a des rencontres qui se font, notamment dans le cadre de cette belle entreprise académique étendue, où on a la possibilité effectivement de rencontrer des collègues d'horizons très différents et de partager avec eux
des projets nouveaux. Et peut-être en vous écoutant, l'idée, c'est peut-être l'idée d'un ouvrage à venir sur cette entreprise académique étendue, parce que finalement, la question qu'on peut poser, c'est de se demander si on n'en est pas au tout début. Est-ce que cette crise a initié des projets, des façons de travailler, y compris des façons de transmettre des connaissances, ça on le voit aujourd'hui, qui appellent peut-être là encore des nouveaux cadres d'analyse et des nouveaux travaux de recherche. Pour conclure, professeur Kalika, est-ce que vous souhaitez avoir une deuxième crise de la Covid pour coordonner un deuxième ouvrage sur la crise sanitaire? Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. De toute façon, la deuxième vague est là. Moi, je m'en réjouis. On va pouvoir continuer à travailler à distance, ce qui est vraiment extrêmement confortable. Jean, tu souhaites ajouter une note optimiste, puisque finalement, la crise facilite la collecte de nos données et la disponibilité des collègues. C'est absolument fabuleux. Ah oui, je partage tout à fait. Je partage ton point de vue. C'était très bien cette crise. Pourvu qu'elle dure, elle nous permet d'innover. Alors dans l'enseignement, mais dans la recherche aussi, de mélanger les genres. Finalement, elle nous rapproche aussi, bien que je regrette beaucoup de ne plus pouvoir aller en Afrique et à Wiltz. Absolument, et je voudrais insister sur le fait que dans la distance, il faut distinguer la distance physique de la distance relationnelle et de la distance affective. On peut être très proche physiquement et en fait assez distant dans la pratique. Et là, on s'aperçoit, et c'est une des caractéristiques du Business Science Institute, entreprise académique étendue, en fait qu'on peut être loin et cependant proche, notamment quand on réalise des projets. Voilà Nathalie, est-ce qu'il y a des questions peut-être qui émergent de la salle pour les quelques minutes qui nous restent? Ah mais non, oulala, 12h28. Alors moi, qu'il y ait une question, vraiment une question. Bon, bien sûr, les discussions peuvent se prolonger, bien sûr, en dehors de cette session. Très bien. Écoutez, merci infiniment pour votre participation, cette belle session online sur la présentation des ouvrages et on souhaite encore une excellente continuation à cette collection qui a le mérite d'exister et on lui souhaite de poursuivre son développement et son rayonnement grâce aux futurs et actuels docteurs et des chercheurs du Business Science Institute. Voilà. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. À bientôt tout le monde.